Mon enfant, viens t'asseoir un peu. La vie, tu sais, est une longue histoire, avec des chapitres que l'on n'a pas choisis. Laisse-moi t'en lire une page, celle d'une vieille femme qui pensait avoir tout vu et qui a dû apprendre à se battre une dernière fois. Je me suis toujours réveillée avec les premières lueurs de l'aube. 77 ans, ce n'est pas une raison pour changer les habitudes de toute une vie. Je tire doucement la couverture, cherche à tâtons mes chaussons douillets et me lève lentement du lit. Mes articulations me rappellent à l'ordre, avec une douleur sourde. L'arthrite est un métronome fidèle, surtout avec le temps humide si caractéristique de notre côte normande. De la fenêtre de ma chambre, je vois la Manche. Ce matin-là, elle était brumeuse, calme, avec de petits points blancs de voile à l'horizon. La maison est perchée sur une petite colline, et il y a toujours une légère brise salée de ce côté face à la mer. François, mon défunt mari, avait choisi cet endroit il y a 35 ans. « C'est ici que nous accueillerons nos vieux jours », Louise avait-il dit. Finalement, je suis la seule à les accueillir. François est parti il y a 10 ans, me laissant dans cette spacieuse maison de 3 chambres, avec un salon et sa cheminée, et un jardin qui demande un entretien constant. Je descends à la cuisine, mets la bouilloire en marche, et sors des œufs du réfrigérateur. Mon petit déjeuner habituel, un œuf à la coque, une tartine beurrée et une tasse de thé fort. Je déjeune toujours seule, assise à une petite table près de la fenêtre, en lisant les nouvelles sur la tablette que mon petit-fils Thomas m'a offerte à Noël dernier. La technologie ne m'a jamais intimidée. 30 ans d'enseignement m'ont appris à m'adapter au changement. Je finis à peine mon petit déjeuner quand j'entends le bruit d'une voiture qui s'arrête. Je jette un coup d'œil à ma montre. 9 heures un dimanche matin, trop tôt pour des visites imprévues. À travers la grande fenêtre du salon, je vois le SUV noir de mon fils. Julien n'arrive jamais à l'improviste. Maman, j'entends une voix accompagnée d'une sonnerie impatiente. J'ajuste le col de ma robe d'intérieur et me dirige vers la porte. Mes mouvements sont lents mais sûrs. La hâte est un luxe de la jeunesse. « Julien, quelle surprise !» dis-je en ouvrant la porte. « Et Sophie est avec toi. Entrez. » Mon fils me fait une bise rapide, presque formelle sur la joue. Il est grand, avec des cheveux blonds qui commencent à grisonner. Il a hérité des larges épaules de son père et de son habitude de se tenir un peu voûté. Sophie, sa seconde femme, se tient juste derrière lui, une blonde élancée dans un manteau beige coûteux et des chaussures à talons. « Bonjour Louise !» Sophie sourit, dévoilant des dents parfaites. « Comment vous sentez-vous ?»« Merveilleusement bien, ma chérie. Entrez. Je viens de prendre mon petit déjeuner. Voulez-vous vous joindre à moi ?»« Non, nous avons déjà mangé. » Répond rapidement Julien en entrant dans le salon et en le balayant d'un regard expert. « Maman, ça fait combien de temps que tu n'as pas fait le ménage ? C'est poussiéreux ici. » Je souris avec indulgence. Madame Dubois vient le mardi et le vendredi. Nous sommes dimanche, Julien. Tu as toujours cette vieille bonne. Julien secoue la tête. Je veux dire, elle peut à peine marcher. Elle a 65 ans et se porte très bien. Je m'assois dans mon fauteuil préféré près de la cheminée. Qu'est-ce qui vous amène si tôt ? Julien et Sophie se regardent. Sophie hoche légèrement la tête, comme si elle donnait la permission à son mari de parler. Maman, Sophie et moi avons discuté de ta situation. Julien commence s'asseyant sur le bord du canapé. Cette maison est trop grande pour toi toute seule. Les escaliers, le jardin, les réparations constantes, je peux gérer. Je réponds calmement. Pour l'instant peu, être, intervient Sophie s'asseyant à côté de son mari. Mais il faut penser à l'avenir, Louise. Nous avons trouvé un endroit merveilleux, les jardins ensoleillés. Une maison de retraite moderne pour personnes âgées avec des soins médicaux, des activités quotidiennes. Je termine pour elle. Une résidence service senior, me corrige Sophie. C'est magnifique là-bas. Nous avons fait une visite. Chacun a son propre appartement, mais il y a une assistance 24 heures sur 24. Je prends une gorgée du thé que j'ai apporté de la cuisine. La tasse tremble légèrement dans mes mains, non pas d'excitation, mais à cause de l'arthrite. Et qu'adviendra-t-il de la maison pendant que je profiterai de mon appartement ? Julien s'agite sur son siège. Eh bien, nous la surveillerions, probablement la louer ou... Il hésite. La vendre, je conclus pour lui, c'est la chose la plus intelligente à faire, maman. Entretenir la maison absorbe la majeure partie de ta retraite. La vendre t'assurerait une vieillesse confortable.
Je regarde par la fenêtre la mer visible entre les maisons voisines. Depuis 10 ans, je me réveille avec cette vue. Ma réponse est non, dis-je doucement mais fermement. Je resterai dans ma maison. Merci de votre inquiétude, mais je n'ai pas encore perdu la tête au point de ne pas comprendre ce qui se passe. Sarah et Julien se regardent à nouveau. Maman, ne sois pas égoïste. La voix de Julien se durcit. Toute ta vie, tu n'as pensé qu'à toi. D'abord ton précieux travail qui faisait que tu n'avais jamais de temps pour ton propre fils. Maintenant, cette maison. Je sens cette vague familière de culpabilité et d'irritation monter en moi. Cette conversation s'est répétée des dizaines de fois au cours des 30 dernières années. Julien, je devais travailler pour subvenir à tes besoins. Ton père ne le pouvait pas. Ne recommence pas avec mon père, m'interrompt Julien. Je dis juste que tu as 77 ans et qu'il est temps de penser à la suite. Sophie et moi ne pourrons pas nous occuper de toi quand tu ne pourras plus te débrouiller seule. Je ne vous demande pas de vous occuper de moi. Je repose la tasse sur la table et je ne pense pas être sur le point de décliner. C'est inévitable à votre âge, Louise, dit doucement Sophie. Nous voulons juste que tout soit organisé à l'avance. Organisé, je pense. Comme c'est pratique de planifier la vie de quelqu'un d'autre, surtout quand il y a une récompense à la fin sous la forme d'une maison avec vue sur la mer. J'apprécie votre sollicitude. Je me lève de mon fauteuil signalant que la conversation est terminée. Mais ma décision est finale. Je reste ici. Julien se lève aussi, son visage déformé par une déception mal dissimulée. Réfléchis-y, maman. Nous reviendrons dans quelques jours. On en rediscutera. Ce n'est pas la peine, Julien. Ma réponse ne changera pas. Sophie sourit avec effort et me prend la main. Nous sommes inquiets pour vous, Louise. Et s'il vous arrivait quelque chose et que vous étiez seule, j'ai un bouton d'urgence. Je désigne le petit pendentif autour de mon cou, et les voisins passent tous les jours. Je ne suis pas seule, Sophie. En les raccompagnant à la porte, je remarque que Julien regarde la maison avec le même air expert qu'il avait eu pour le salon. C'est comme s'il calculait combien il pourrait en tirer. « Prends soin de toi, maman », dit-il en guise d'au revoir, « et pense à notre offre. » Alors que le SUV noir disparaît au coin de la rue, je retourne à mon fauteuil près de la cheminée. La maison si spacieuse et ensoleillée le matin me semble soudain vide et résonnante. Je comprends Julien en partie. J'ai vraiment dû travailler dur quand il était enfant. François, un architecte talentueux, souffrait de dépression, perdait périodiquement son travail et mettait longtemps à en trouver un nouveau. L'argent que je rapportais en tant qu'enseignante était souvent le seul revenu stable de la famille. Nous n'avons pu acheter cette maison que grâce à l'héritage reçu après la mort du père de François. Julien m'a toujours reproché de ne pas lui accorder assez d'attention. Mais il ne m'a jamais vu pleurer la nuit quand je ne savais pas comment joindre les deux bouts. Il ne m'a jamais vu économiser sur moi-même pour lui acheter de nouvelles baskets ou payer ses activités sportives. Et maintenant que j'avais enfin la chance de vivre en paix, une retraite d'enseignante de 40 ans, quelques économies et une maison entièrement payée, Julien estimait que tout cela lui était dû, comme pour compenser son enfance moins que parfaite. Je prends mon téléphone et compose un numéro que je connais par cœur, même si je l'utilise rarement. « Marc, c'est moi », dis-je quand une voix masculine grave répond à l'autre bout. « Pourrais-tu passer, j'ai besoin de conseils. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Loulou ?» J'entends l'inquiétude dans sa voix. Julien était là avec Sophie. Ils ont encore parlé de la maison de retraite et de vendre la maison. Ce n'est pas une question. Oui, j'ai peur, Marc. Ils étaient plus insistants cette fois. Je serai là dans 1 heure. Je termine juste quelques petites choses. Je raccroche et me couvre les yeux. Marc Delmas est toujours entré dans ma vie quand j'en avais le plus besoin. Ancien agent de la DGSI, il nous a rencontrés, François et moi, lors d'une collecte de fonds il y a 30 ans. Il y a eu une connexion instantanée entre Marc et moi. Pas seulement une attraction physique, mais une profonde compréhension mutuelle. Notre liaison a duré des années. Des rencontres secrètes, de rares week-ends ensemble, sous prétexte d'assister à des conférences ou de rendre visite à de vieux amis. François, plongé dans ses projets et luttant contre la dépression, n'a rien remarqué ou a fait semblant de ne rien remarquer. Julien, consumé par ses propres problèmes d'adolescent, était d'autant plus inconscient de ma vie. Après la mort de François, Marc et moi avons eu l'occasion d'être ensemble ouvertement, mais nous avons décidé de laisser les choses telles quelles. Marc vit dans sa maison de l'autre côté de la ville. Je vis ici,
Nous nous voyons 1 ou 2 fois par semaine, voyageons parfois ensemble. C'est une liberté qui nous convient à tous les deux. Julien ne connaît pas l'existence de Marc, ou plutôt il le connaît comme un vieil ami de la famille qui passe de temps en temps pour le thé. Je n'ai jamais laissé mon fils entrer dans les détails de ma vie personnelle, lui non plus d'ailleurs. J'ai appris son mariage avec Sophie après coup par un SMS laconique et une photo de Las Vegas. Le téléphone dans ma main vibre. Un message de Marc. J'arrive. Ne t'inquiète pas, on va trouver une solution. Je souris. À 79 ans, Marc reste le même homme déterminé qu'il était quand nous nous sommes rencontrés. Je sais que je peux compter sur lui, surtout maintenant que je sens que Julien ne s'arrêtera pas à de simples persuasions. Dans ses yeux, je vois une détermination qui frise l'obsession. Je me lève et me dirige vers la fenêtre regardant la mer. Les voiles blanches des yachts semblent minuscules face à l'immensité bleue. C'est une vue pour laquelle il vaut la peine de se battre, ainsi que le droit de décider où et comment passer le reste de mes jours. La visite de Marc m'a apporté un certain soulagement. Nous sommes restés assis dans le salon pendant quelques heures, discutant de nos options. Marc a suggéré une protection juridique, comme mettre la maison dans une fiducie ou signer un viager avec une agence. Mais tout cela prenait du temps. « Si tu sens que quelque chose ne va pas, appelle-moi immédiatement », a dit Marc en partant. « N'importe quand, loulou. » Les 3 jours qui ont suivi la visite de Julien et Sophie ont été calmes. J'ai fait mes activités habituelles, cuisiner, lire, appeler mon petit-fils Thomas, qui était à l'université de l'autre côté du pays. Mercredi, Madame Dubois est venue et m'a aidé pour le grand ménage. Julien n'a pas appelé et j'espérais qu'il avait temporairement abandonné son projet. Cet espoir s'est avéré vain. Le jeudi vers 11h, alors que je terminais ma séance quotidienne de yoga, d'où la sonnette a retenti. À travers le vitrail de la véranda, j'ai vu la silhouette familière de Julien. Mais il n'était pas seul. Un homme petit et corpulent en costume d'affaires se tenait à côté de lui. J'ai ouvert la porte, sentant mon pouls s'accélérer. Julien ai-je hoché la tête. Je ne t'attendais pas si tôt. Bonjour maman. Julien a essayé de sourire, mais c'était un sourire étrange. Voici le docteur Mercier, il aimerait te parler. J'ai déplacé mon regard vers l'étranger. L'homme avait la 50aine, une calvitie naissante de petits yeux rapprochés et un front en sueur. Il m'a tendu la main. Docteur Varenne Mercier, neurogériatre. Très heureux de vous rencontrer, madame. Je n'ai pas répondu à la poignée de main, sentant l'anxiété monter en moi. Je n'ai pas pris rendez-vous avec un neurogériatre, docteur Mercier. Votre fils est très préoccupé par votre état, madame. Il m'a demandé une consultation informelle. J'ai regardé Julien. Il évitait soigneusement mon regard. Entrer. J'ai reculé l'heure permettant d'entrer dans la maison. Mais je n'ai aucun problème de santé qui nécessite une consultation spécialisée. Nous sommes entrés dans le salon. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré et Julien et le docteur Mercier se sont assis sur le canapé en face de moi. Le médecin a sorti un carnet et un stylo de sa mallette. « Madame, pouvez-vous me parler de votre journée type? Que faites-vous? Dans quel but, docteur Mercier? Juste pour avoir un aperçu de votre fonctionnement. » J'ai jeté un coup d'œil à Julien. Il regardait par la fenêtre, tapotant nerveusement ses doigts sur son genou. Je me lève vers 6h du matin, je prends mon petit déjeuner, je lis les nouvelles. Ensuite, je fais du yoga à 45 minutes, d'un programme pour seniors. Parfois, je vais au magasin ou à la poste. Ce n'est pas loin. L'après-midi, je lis ou je regarde des feuilletons. Une fois par semaine, je vais au club de lecture de la bibliothèque. Le soir, j'appelle généralement mon petit-fils ou des amis. Le docteur Mercier a écrit quelque chose dans son carnet. Vous arrivait-il souvent d'oublier ce que vous devez faire? Peu. Être laissez-vous la cuisinière allumée ou ne vous souvenez-vous plus où vous avez mis les choses? Pas plus souvent que n'importe qui d'autre, ai-je répondu, commençant à m'énerver. Docteur Mercier, qu'essayez-vous de découvrir exactement? Julien a répondu à la place du médecin. Maman Sophie et moi avons remarqué que tu es devenue oublieuse. Tu répètes les mêmes histoires, tu oublies nos conversations. Nous pensons qu'il devient difficile pour toi de vivre seul. Ce n'est pas vrai, Julien. J'ai senti mes épaules se tendre. Je me débrouille très bien toute seule. Madame, le docteur Mercier s'est penché en avant. Votre fils a également mentionné des cas où vous étiez agressive ou paranoïaque. Agressive, je n'en croyais pas mes oreilles.
Julien, de quoi parle-t-il? Il. Julien a de nouveau détourné le regard. Tu as accusé Sophie de vouloir voler tes bijoux et tu nous as crié dessus lors de notre dernière visite. C'est un mensonge absolu. J'ai senti le sang me monter au visage. Je n'ai jamais... Vous voyez, docteur, Julien s'est tourné vers Mercier. Elle devient immédiatement agressive et nie l'évidence. Je nie le mensonge, Julien. Tu sais très bien que rien de tout cela ne s'est jamais produit. Le docteur Mercier a de nouveau écrit quelque chose. Madame, pourriez-vous me donner la date d'aujourd'hui et le nom du président actuel? Nous sommes le jeudi 10 à 7 juin 2025. Le président est Emmanuel Macron, réélu l'année dernière. Docteur Mercier, cette situation est absurde et je vous demande de quitter ma maison. Je me suis levée, signalant que la conversation était terminée. Julien s'est levé aussi, mais au lieu de se diriger vers la sortie, il a sorti un papier plié de la poche intérieure de sa veste. Maman, le docteur Mercier t'a déjà examiné il y a un mois. Tu ne te souviens pas. Voici son rapport. Je me suis figée. C'était un mensonge pur et simple. Je n'avais jamais rencontré cet homme avant aujourd'hui. Donne-moi ça. J'ai tendu la main pour le document. Julien m'a tendu la feuille. C'était un rapport médical avec l'entête officielle d'une clinique. En haut, mon nom et ma date de naissance. En dessous, un diagnostic stade précoce de démence type Alzheimer et une recommandation: la patiente nécessite une surveillance et des soins constants. En bas, une signature tentaculaire presque illisible, mais clairement celle du docteur Mercier, assis en face de moi. C'est un faux, ai-je dit doucement, sentant mes entrailles se glacer. Je ne suis jamais allée voir le docteur Mercier. Tu ne te souviens pas, maman. Cela fait partie de ta maladie d'oublier les événements récents. J'ai regardé le docteur Mercier. Il était assis là avec un air nonchalant, comme s'il s'agissait d'une procédure de routine. Je demande un autre examen de mon médecin, le docteur Bishop. Elle me suit depuis 15 ans et certifiera que je suis saine d'esprit. Nous avons déjà parlé au docteur Bishop, a dit Julien avec une fausse sympathie dans la voix. Elle est d'accord avec le diagnostic du docteur Mercier. Ce n'était plus seulement un mensonge. C'était une conspiration bien planifiée. J'ai serré les poings, sentant mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. J'appelle mon avocat, ai-je dit en me dirigeant vers le téléphone. Ça n'aidera pas, maman. Julien a sorti un autre document. C'est l'ordonnance du tribunal me nommant ton tuteur en raison de ton incapacité. Elle est déjà en vigueur. J'ai pris le papier et... C'était bien une ordonnance du juge des tutelles datée de la semaine dernière. Elle me déclarait médicalement incompétente et nommait Julien comme mon tuteur légal avec un contrôle total sur mon patrimoine. C'est impossible, ai-je murmuré. Il y aurait eu une audience. J'aurais dû être prévenue. Il y a eu une audience, maman. Tu étais présente avec un avocat commis d'office. Tu ne te souviens plus. J'ai senti la pièce commencer à tourner devant mes yeux. Je devais contacter Marc immédiatement, mais pas devant eux. Je devais gagner du temps. « Qu'allez-vous faire ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix calme. « J'ai déjà déposé les papiers pour vendre la maison, » a répondu Julien. Et maintenant, il n'y avait aucune tentative d'inquiétude dans sa voix. « Nous utiliserons le produit de la vente pour payer ton séjour au jardin ensoleillé. Tu y emménages mardi prochain. » Et si je dis non, Julien et le docteur Mercier se sont regardés. Alors je crains que nous ne devions vous placer en institution psychiatrique pour un traitement involontaire, a dit le docteur Mercier. J'ai toutes les raisons de le recommander si vous montrez la moindre résistance. C'était du chantage, du pur chantage. J'ai regardé mon fils, essayant de trouver un doute dans ses yeux, une once d'affection. Mais il n'y avait que le triomphe froid d'un homme qui avait obtenu ce qu'il voulait. « Est-ce que Sophie sait ce que tu fais ?» ai-je demandé. C'était son idée, a souri Julien. C'est elle qui a trouvé le docteur Mercier. Une femme très entreprenante, ma femme. Je me suis laissée tomber dans le fauteuil, me sentant soudainement faible. Je devais faire quelque chose. Mais quoi? L'ordonnance du tribunal était déjà en vigueur. Si je résistais, il pourrait vraiment me mettre dans un hôpital psychiatrique. Je devais gagner du temps, contacter Marc. Je dois réfléchir, ai-je dit. Donnez-moi au moins une journée. Il n'y a rien à penser, maman, a dit Julien. La décision est déjà prise. Voici l'acte de vente de la maison. Tu n'as qu'à le signer. Il a posé une autre pile de papier devant moi. Et si je ne signe pas? J'ai levé les yeux vers lui.
Alors je signerai pour toi en tant que ton tuteur légal. Mais c'est plus simple si tu le fais toi-même. Moins de questions chez le notaire. J'ai pris les papiers entre mes mains, faisant semblant de lire. En fait, les lettres se brouillaient devant mes yeux. Je cherchais frénétiquement une issue. Je dois faire mes valises, ai-je dit en essayant de gagner du temps. Des choses personnelles que je veux emporter avec moi dans cette résidence. Tu auras le temps pour ça, a hoché la tête Julien. Mais d'abord, tu dois signer les papiers. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Cet homme, mon fils, celui que j'avais élevé, celui pour qui j'avais travaillé jusqu'à l'épuisement, me volait maintenant tout de sang-froid. Pourquoi, Julien, ai-je demandé doucement. Pourquoi me fais-tu ça? Quelque chose a brillé dans ses yeux pendant un instant. Peu, être de la honte ou du doute, mais cela a vite disparu. Parce que c'est juste, a-t-il répondu. Tu as toujours été une mère froide et distante. Tu as toujours fait passer ton travail avant moi. Maintenant, j'ai besoin de cette maison pour ma famille, pour mon avenir. Et toi, tu finiras tes jours dans le confort. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais été froide, Julien. J'ai juste fait ce que je pouvais pour nous faire vivre. Ton père, laisse ton père tranquille, a soudainement éclaté Julien. Tu l'as toujours utilisé comme bouclier. Pauvre François, faible malade. Et moi, j'étais juste un extra en fardeau. J'ai regardé mon fils et je ne l'ai pas reconnu. Avait-il gardé ce ressentiment en lui pendant toutes ces années? Cette version déformée de notre vie. Julien, ce n'est pas vrai. Je t'aimais plus que tout au monde. Ça suffit. Il a bondi le visage déformé par la rage. Signe juste ces maudits papiers. La maison ne t'appartient plus. Oublie-la. Son cri a résonné dans le salon. Le docteur Mercier avait l'air légèrement embarrassé, mais n'a pas bougé pour intervenir. J'ai réalisé qu'il était inutile de discuter. Je devais faire semblant d'être brisée d'accepter, puis de contacter Marc quand il partirait. D'accord, ai-je dit doucement en prenant un stylo. Où veux-tu que je signe? Julien s'est un peu calmé et a pointé son doigt au bas de la dernière page. Ici, et paraphe chaque page, juste là dans le coin. J'ai commencé à signer les papiers page par page. À l'intérieur, je bouillais d'indignation et de douleur, mais extérieurement, je restais calme. Je ne pouvais pas les laisser soupçonner que je préparais quelque chose. Voilà, a dit Julien, alors que je signais le dernier papier. La maison est maintenant officiellement en ma possession. Un notaire viendra demain pour authentifier les actes. Je peux faire mes valises, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix humble. Bien sûr, maman. Julien était soudainement presque affable. Tu as tout le week-end. Sophie et moi emménageons ici lundi et nous t'emmènerons à la résidence mardi. J'ai hoché la tête ne faisant pas confiance à ma voix. Julien et le docteur Mercier se sont préparés à partir. À demain, maman. Julien a même essayé de me serrer dans ses bras pour me dire au revoir, mais je me suis reculée. Dès que la porte s'est fermée derrière eux, je me suis précipitée vers le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que je n'ai pas pu composer le numéro de Marc du premier coup. Marc, ai-je dit quand il a répondu. J'ai des ennuis. Julien a falsifié les dossiers médicaux. Il m'a fait déclarer incompétente et s'est fait nommer tuteur. Marc est arrivé 40 minutes après mon appel. J'ai regardé par la fenêtre sa berline argentée s'arrêter devant la maison. Malgré son âge, Marc se déplaçait avec l'énergie d'un homme de 60 ans grand mince, avec des cheveux gris épais et une allure militaire. Même ses vêtements décontractés, un pantalon bleu foncé et une veste en tweed lui allaient impeccablement. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse sonner. « Loulou !» Il a immédiatement pris mes mains dans les siennes, me regardant dans les yeux. « Ça va ?» ?»« Je ne sais pas, Marc. » ai-je répondu honnêtement, sentant mon faux calme s'effondrer sous son regard inquiet. Il m'a pris ma maison. Mon propre fils. Nous sommes allés dans le salon. J'ai sorti les papiers que Julien avait laissés et les ai tendus à Marc. Il a scruté chaque page, fronçant de plus en plus les sourcils. « C'est de la pure fraude, a-t-il dit enfin. Falsification de documents médicaux, parjure au tribunal. Ton fils et ce soi-disant docteur sont finis quand la justice mettra la main sur eux. Mais ça prend du temps. Je me suis laissée tomber dans le fauteuil, me sentant inhabituellement fatiguée et je n'ai pas beaucoup de temps. Lui et Sophie emménagent ici lundi et je vais à la résidence mardi. » Marc s'est assis en face de moi, posant les papiers sur la table basse. « Tu as dit oui. J'ai signé les papiers si c'est ce que tu veux dire. Je n'avais pas le choix. » Il m'a menacé de l'hôpital psychiatrique.
Marc a secoué la tête. Oh Loulou, tu as toujours été trop tendre avec lui. Il n'y avait aucun reproche dans ses mots, seulement de la tristesse. Il avait toujours pensé que j'étais trop indulgente avec Julien, trop préoccupée par ses sentiments. Peut-être qu'il avait raison. Tu te souviens de notre rencontre ? A soudainement demandé Marc. J'ai souri malgré les circonstances. Bien sûr. Un gala de charité pour les anciens de la police. François avait été invité en tant qu'architecte qui avait conçu la nouvelle aile du complexe commémoratif. Et tu étais la plus belle femme de la salle, a souri Marc aussi. Dans une robe bleue, avec une barrette de perles dans les cheveux. Tu te souviens même de la barrette ? Je me souviens de chaque détail, Loulou. La façon dont tu as ri à la blague du maire. Comment tu as froncé les sourcils quand quelqu'un a renversé du vin sur la nappe. La façon dont tu as bâillé furtivement pendant le discours particulièrement ennuyeux du préfet de police. J'ai secoué la tête. Et je ne savais même pas que tu me regardais. Oh, j'étais très prudent, a souri Marc. Un ancien agent de la DGSI sait comment rester discret. Mais quand tu t'es éloigné vers la fenêtre pendant la danse, j'ai décidé de tenter ma chance. Je me suis souvenu de ce moment. Nous étions debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville, parlant de tout et de rien, livres, musique, politique. François discutait de son nouveau projet avec un fonctionnaire et n'a pas remarqué notre absence. Tu m'as dit que tu n'avais pas rencontré une femme aussi intelligente et intéressante depuis longtemps. Je m'en souviens. Et c'était la vérité. Je n'avais pas l'intention de commencer une liaison, Loulou. Je savais que tu étais marié. Aucun de nous ne l'avait prévu, ai-je soupiré. Mais François, à l'époque, c'était une autre période de dépression. Il ne me parlait pas pendant des semaines. Il s'enfermait dans son bureau. Et toi, tu m'as vu. Tu m'as vraiment vu. Je me suis souvenu de notre premier baiser dans sa voiture quand il m'a ramené d'une exposition d'art. François avait refusé d'y aller prétextant un mal de tête. Marc m'avait proposé de me raccompagner et j'avais accepté. Nous étions restés assis devant ma maison pendant un long moment, à parler hésitant à sortir de la voiture et à mettre fin à la soirée. Et puis il s'était penché et m'avait embrassé timidement, comme s'il craignait ma réaction. « Tu te souviens de notre premier voyage ?» a demandé Marc, comme s'il lisait dans mes pensées. « La Bretagne », ai-je hoché la tête. « Un petit hôtel dans les montagnes. » J'ai dit à François que j'allais à une conférence d'enseignants. Et j'ai pris 3 jours de congé, a souri Marc. Les 3 plus beaux jours de ma vie. Après ce voyage, nous n'avons pas pu nous arrêter. Les rencontres secrètes dans les hôtels, les rares week-ends ensemble, les appels téléphoniques la nuit quand François dormait déjà. Nous étions prudents, n'apparaissant jamais ensemble dans les lieux publics, ne laissant jamais de traces. Marc était un expert en discrétion et j'ai vite appris. Parfois, je pense que François a deviné, ai-je dit doucement. Mais il n'a jamais posé de questions. Peut-être que ça l'arrangeait. Je ne lui demandais pas d'attention. Je ne lui reprochais pas sa dépression, son mutisme. « Le regrettes-tu » a demandé Marc sérieusement. J'ai réfléchi un instant. D'être avec toi jamais. D'avoir menti à François. Parfois. C'était un homme, bon juste brisé. Et après sa mort, as-tu déjà pensé que nous aurions pu être ensemble ouvertement ? C'était une question que nous avions soigneusement évitée toutes ces années. Après la mort de François, j'étais seule dans la maison et Marc m'a proposé d'emménager avec moi ou de m'accueillir chez lui, mais j'ai refusé. J'avais peur, Marc, ai-je admis. Peur que Julien découvre la vérité qu'il me déteste encore plus. Il a toujours idéalisé son père et il m'a toujours considérée comme froide et distante. S'il avait appris pour toi et moi, Marc a hoché la tête. Je comprends, Loulou. Vraiment. Mais maintenant, ne penses-tu pas que tu t'es inquiété de ses sentiments pour rien ? J'ai souri amèrement. Je le pense maintenant, mais cela ne veut pas dire que j'avais tort à l'époque. Marc s'est levé et s'est approché de la fenêtre, fixant l'horizon. Sa silhouette se découpant sur le soleil couchant me semblait si familière, si digne de confiance. « J'ai un plan, Loulou », a-t-il dit enfin en se tournant vers moi. Mais il va falloir une certaine fermeté. Julien a commis un délit grave. Falsification de dossiers médico-fraude peut, être même corruption de fonctionnaires si ce juge était de mèche. Il pourrait écoper d'une vraie peine de prison. J'ai senti mon cœur se serrer. Je ne veux pas que Julien aille en prison, Marc. Quoi qu'il arrive, c'est mon fils. Je sais,
a-t-il dit doucement. Et je ne suggère pas que nous allions jusqu'à la condamnation. Mais nous devons lui faire assez peur pour qu'il recule. Comment? J'ai encore des contacts à la PJ et au parquet. Nous pouvons ouvrir une enquête, faire quelques interrogatoires préliminaires, peut-être même le placer en garde à vue temporairement, et ensuite, tu pourras généreusement abandonner les charges. Mais à la condition qu'il annule tous ses documents et te laisse tranquille. J'y ai réfléchi. C'était un plan risqué. Julien pourrait devenir encore plus en colère. Mais d'un autre côté, je n'avais pas le choix. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Il s'agissait de ma liberté de mon droit, de décider de mon propre sort. Et ce médecin, le docteur Mercier, ai-je demandé. « Oh, il craquera le premier », a dit Marc avec assurance. « Ils le font toujours. Il est probablement déjà impliqué dans des combines comme celle-ci et si on creuse un peu, beaucoup de choses intéressantes vont sortir. » Un appel à l'ordre des médecins. J'ai imaginé le docteur Mercier témoignant contre Julien, mon fils, assis dans une cellule de garde à vue. C'était douloureux. Il doit y avoir un autre moyen, ai-je dit. Marc s'est approché et s'est assis à côté de moi, prenant mes mains dans les siennes. Le Kaloulou, le temps joue contre nous. Ils seront là lundi. Nous pourrions faire appel au tribunal, mais cela prendrait des semaines, voire des mois, et d'ici là, la maison pourrait être vendue. Je sais. J'ai serré ses mains. C'est juste, j'ai toujours essayé de protéger Julien, même quand il avait tort. Vieille habitude, je suppose. Parfois, la meilleure façon de protéger quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses actes, a dit doucement Marc. C'est être la seule façon pour Julien de réaliser ce qu'il faisait. Au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Toutes ces années, j'avais été indulgente avec Julien, je lui avais trouvé des excuses, je l'avais protégé des conséquences. C'est être pour cela qu'il avait grandi comme il l'avait fait, pensant qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait sans penser aux autres. D'accord, ai-je finalement dit. Faisons-le. Mais je ne veux pas que Julien reste longtemps derrière les barreaux, juste pour qu'il comprenne. Je m'en occupe. Marc a poussé un soupir de soulagement. Je dois passer quelques appels. Puis-je utiliser ton bureau? Il s'est retiré dans la petite pièce que j'utilisais comme bureau. J'entendais sa voix étouffée, calme, professionnelle, confiante. Marc appelait ses anciens collègues de vieux amis des gens à qui il avait rendu des services. Une demi-heure plus tard, il est revenu l'air satisfait. « Tout est enclenché », a-t-il dit. Demain matin, le docteur Mercier recevra la visite de l'ordre des médecins et d'un inspecteur de la PJ. Ils seront aussi chez Julien, avec un mandat pour interrogatoire et saisie de documents. Si vite, j'étais surprise. J'ai encore un peu d'influence, a répondu Marc avec un léger sourire. Et l'affaire est vraiment sérieuse. Fraude à l'aide de faux documents médicaux, vol potentiel de biens. De plus, j'ai laissé entendre qu'il pourrait y avoir un groupe organisé impliqué si ce type Mercier délivre régulièrement de tels certificats. Que suis-je censé faire, ai-je demandé. Rien. Vis ta vie comme d'habitude. Si Julien appelle ou vient agir normalement, ne lui donne aucune raison de soupçonner quoi que ce soit. Et s'il décide d'accélérer les choses, de venir me chercher plus tôt, il ne peut pas, j'ai déjà contacté mon avocat. Il dépose une requête en référé demain pour suspendre la tutelle en attendant une enquête complète. Cela nous donnera une défense légale. J'ai hoché la tête, sentant la tension se relâcher un peu. Marc était toujours comme ça. Il prenait le contrôle de la situation, pensait à tous les détails. « Reste cette nuit ?» ai-je demandé soudainement. « Je ne veux pas être seule. » Marc a souri. « Bien sûr, Loulou. Je ne vais nulle part. » À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. Le numéro de Julien. J'ai montré l'écran à Marc et il a hoché la tête. « Réponds. »« Allô. » J'ai essayé de rendre ma voix normale. « Salut, maman. » La voix de Julien était étonnamment joyeuse. « Comment vas-tu? Tu fais tes cartons. » Oui, un peu, ai-je menti. Tant de choses se sont accumulées au fil des ans. Ne prends pas trop. Il n'y a pas beaucoup de place à la résidence. Juste l'essentiel. Bien sûr, Julien. Écoute, Sophie et moi avons décidé de venir demain pour revoir la maison. Nous devons décider quels meubles garder, lesquels vendre. Ça ne te dérange pas. J'ai jeté un coup d'œil à Marc et il a secoué la tête négativement. En fait, je comptais rendre visite à Marthe demain, ai-je dit en utilisant le nom de ma vieille amie. Nous ne nous sommes pas vus depuis un moment
et je voulais lui dire au revoir avant de partir. Je vois. Julien avait l'air ennuyé. Eh bien, nous serons là quand même. J'ai les clés. Ne t'étonne pas si tu rentres et que tu nous vois. D'accord, Julien. Après un bref au revoir, j'ai raccroché. Ils veulent venir demain, ai-je dit à Marc, pour planifier des rénovations ou quelque chose du genre. Parfait, a hoché la tête Marc. Nous aurons des gens qui travailleront sur place au moment où ils arriveront. J'imagine leur tête quand ils découvriront que le docteur Mercier est en train de témoigner. Il y avait une lueur dangereuse dans ses yeux. Je connaissais ce regard. C'est le regard que Marc avait quand il traquait un criminel à l'époque de la DGSI. « Tu penses qu'il va vraiment dénoncer Julien si vite ?» ai-je demandé avec hésitation. « J'en suis sûr, a répondu fermement Marc. Les gens comme ça ne se soucient que de leur propre peau. Dès qu'il réalisera qu'il risque de perdre sa licence et d'aller en prison, il déballera tout ce qu'il sait. » Je me demandais comment Julien et Sophie réagiraient lorsque les agents se présenteraient. Julien paniquerait probablement, commencerait à m'appeler avec des accusations, ou peu, essaierait-il d'accélérer la vente de la maison avant qu'il ne soit trop tard. Et s'ils avaient déjà trouvé un acheteur, m'inquiétais-je. Et si la maison était déjà en cours de vente, sans ta signature chez le notaire, la transaction n'est pas valide, m'a rassuré Marc. Même avec les papiers de tutelle, il faudrait un certain temps à Julien pour tout officialiser légalement et nous ne lui donnerions pas ce temps. Marc est resté avec moi cette nuit-là. Nous étions allongés dans ma chambre, regardant par la fenêtre le ciel étoilé, son bras autour de moi, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en sécurité. « Tu sais, » a dit doucement Marc, « peut être qu'après tout ça, nous devrions revoir notre arrangement. Que veux-tu dire ? Peut être que nous devrions arrêter de nous cacher. Vivre ensemble ici ou chez moi comme un couple normal. » Je me suis tournée vers lui. « Tu me proposes d'emménager avec toi ou que tu emménages avec moi ?» Il a souri. « Comme tu le souhaites. Je pense juste que nous nous sommes cachés trop longtemps. La vie n'est pas infinie, Loulou. Même s'il nous reste 10 ou 15 ans, je veux les passer avec toi. Pas en secret, pas par bribes. » J'ai posé ma tête sur son épaule réfléchissant à ces mots. Peut être qu'il avait raison. Peut être qu'il était temps d'arrêter de vivre dans l'ombre. Réglons d'abord cette situation, ai-je dit. Et ensuite nous déciderons. Bien sûr, il m'a embrassé sur le front. D'abord nous te rendrons ta maison et ta liberté. Au même moment, de l'autre côté de la ville, dans un appartement coûteux, avec vue sur l'océan, Julien et Sophie Cala discutaient de leurs projets. Ils étaient assis sur la terrasse sirotant du vin et regardant des catalogues de meubles. « Je pense que le salon a besoin d'une rénovation complète, » a dit Sophie feuilletant un magazine glacé. « Ces fauteuils et ce canapé démodé sont un cauchemar. Et les rideaux, mon Dieu, ces rideaux. Ils doivent dater des années 80. Fais ce que tu veux, » a dit distraitement Julien regardant quelque chose sur sa tablette. L'important est que la maison soit prête à être vendue d'ici la fin de l'été. À vendre, Sophie a haussé les sourcils. Je pensais que nous allions y vivre un certain temps. Oui, mais cette maison est dans un quartier plus ancien, Sophie. Nous pourrions la vendre et acheter quelque chose d'un peu plus haut de gamme. Sur les collines de Bellevue, par exemple. Avec vue sur l'océan, une piscine peut être un court de tennis. Les yeux de Sophie se sont illuminés. Les collines de Bellevue ? Vraiment, je ne pensais pas que nous pouvions nous le permettre. La maison de ma mère vaut environ 1 million, a siroté son vin Julien, plus mes économies. Nous pouvons obtenir une bonne hypothèque. Je devrais avoir une promotion dans 1 an ou 2, si tout se passe comme prévu. Oh, Julien ! Sophie a bondi et a serré son mari dans ses bras. C'est tout simplement merveilleux. Tu imagines à quel point mes amies seront jalouses, surtout cette parvenue de Mélanie et son mari avocat soi-disant si brillant. Julien a souri clairement satisfait de la réaction de sa femme. Il faudra faire quelques rénovations avant de vendre. Rénover les salles de bain peut être la cuisine. Mais cela fera monter le prix. Et ta mère a soudainement demandé Sophie. Elle ne posera pas de problème. Quel genre de problème pourrait-elle poser ? Julien a haussé les épaules. Elle est officiellement reconnue comme incapable. Et une fois qu'elle sera dans la résidence, elle ne saura pas du tout ce qui se passe avec la maison. J'espère que tu as raison. Sophie avait l'air inquiète. C'est juste...
Elle n'a pas l'air de quelqu'un atteint de démence. Elle pense clairement. C'est juste une apparence, a balayé Julien. Le docteur Mercier a expliqué qu'au premier stade, il y a des périodes de lucidité, mais ensuite l'état se détériore considérablement. Crois-moi, dans 6 mois, elle ne se souviendra même plus de la maison. Si tu le dis. Sophie a repris le magazine. Alors pour les meubles, je pense que nous devrions prendre un nouveau canapé. Celui-ci en cuir ici. Et peut être ses fauteuils. Le samedi matin était étonnamment ensoleillé pour la Normandie. Je me suis réveillée tôt, comme d'habitude, mais Marc était déjà debout. L'arôme de café fraîchement moulu et le son d'une conversation feutrée flottaient depuis la cuisine. Marc était au téléphone avec quelqu'un, sa voix calme et professionnelle. J'ai pris une douche tranquillement, je me suis habillée et je suis descendue. Marc était assis à la table de la cuisine, avec une tasse de café parcourant des papiers. « Bonjour » a-t-il souri. « Un café, avec plaisir. » Je me suis assise en face de lui. Des nouvelles. Tout se passe comme prévu. Marc m'a versé du café. Le docteur Mercier a déjà reçu une visite tôt ce matin avec un mandat de perquisition pour son cabinet et la saisie de documents. Il est paniqué et coopératif. Si vite, j'étais surprise. Je suppose que notre docteur a beaucoup de péchés sur la conscience, a souri Marc. Dès qu'il a compris ce à quoi il était confronté, il a décidé de dénoncer tous ses clients, y compris ton fils. Il s'avère que Mercier était déjà sous la surveillance de l'ordre des médecins. Plusieurs plaintes de patients. Notre demande n'a fait qu'accélérer le processus. Et Julien, ai-je demandé avec anxiété. Ils ne l'ont pas encore touché. Mais tout est prêt. Dès qu'il se présentera ici, des gens de la PJ et du parquet viendront le voir. Julien a dit que lui et Sophie venaient voir la maison aujourd'hui. Parfait, a hoché la tête Marc. Alors nous pourrons... Il a été interrompu par la sonnette. Il n'était que 8h30 du matin trop tôt pour des visites. « Tu attends quelqu'un ?» a demandé Marc. « Non. » J'ai secoué la tête. C'est peu, être Julien. Mais il appelle généralement avant de venir. Marc s'est levé. J'y vais. Reste ici. J'ai entendu la porte s'ouvrir et des voix inconnues, une femme et un homme polis mais insistantes. Un instant plus tard, Marc est revenu dans la cuisine accompagné de 2 visiteurs. Louise, voici le docteur Elizabeth Wright de l'hôpital central de Deauville et monsieur James Foster des services sociaux les a présentés Marc. Je me suis levée un peu confuse. Le docteur Wright était une femme élancée d'âge mûr avec des cheveux courts et foncés et des yeux attentifs. Monsieur Foster était un jeune homme en costume strict avec un porte-bloc à la main. « Bonjour madame », le docteur Wright m'a serré la main. « Je m'excuse pour la visite matinale, mais nous avons un emploi du temps très chargé aujourd'hui. Nous effectuons un examen de routine des patients diagnostiqués avec une démence et qui sont sous soins à domicile, a ajouté monsieur Foster. Votre cas est apparu sur notre liste de contrôle. » J'ai jeté un regard surpris à Marc. Il a légèrement hoché la tête. Cela faisait partie de son plan. Bien sûr, entrez. J'ai désigné les chaises. Voulez-vous un café? Non, merci. Le docteur Wright a sorti un carnet de son sac. Madame, selon nos dossiers, vous avez récemment été diagnostiquée avec les premiers stades de la démence de type Alzheimer. Est-ce exact? Mon fils et un certain docteur Mercier le disent, ai-je répondu prudemment. Mais je n'ai jamais été examinée par le docteur Mercier et je pense que ce diagnostic est faux. Le docteur Wright a effectué une série de tests sur la mémoire, l'orientation dans le temps et l'espace, la résolution de problèmes logiques simples. J'ai tout réussi sans faute. Eh bien, madame, le docteur Wright a rangé son carnet. Je dois dire que je ne vois aucun signe de démence ou de trouble cognitif. Vos résultats sont normaux pour votre groupe d'âge, voire meilleurs que la moyenne. Très étrange, a froncé les sourcils monsieur Foster. Le rapport du docteur Mercier indique que vous avez de graves problèmes de mémoire à court terme, une désorientation et des accès d'agressivité occasionnels. Rien de tout cela n'est vrai, est intervenu Marc. Le docteur Mercier n'a jamais examiné Louise. Nous pensons que son fils Julien a soudoyé le médecin pour obtenir une déclaration d'incapacité afin qu'il puisse devenir le tuteur de Louise. Avant que je puisse répondre, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, Marc a ouvert avec une satisfaction notable. Un grand homme en costume élégant se tenait sur le seuil. « Commissaire Lambert Police Judiciaire », s'est-il présenté en montrant son insigne.
Je cherche un certain Julien. Il n'est pas là, répondit Marc. Mais il devrait être là aujourd'hui. Entrez, commissaire Lambert. Madame s'est-il tournée vers moi? J'enquête sur une affaire de fraude possible impliquant des dossiers médicaux falsifiés. Le docteur Warren Mercier a été placé en garde à vue ce matin et est en train de témoigner. Il affirme que votre fils l'a payé 5 000 € pour un faux rapport médical indiquant que vous étiez incapable. J'ai senti mon souffle se couper. 5 000 €. Julien avait payé 5 000 € pour me faire déclarer folle. Le docteur Mercier affirme également que ce n'est pas la première fois que cela se produit, a poursuivi le commissaire Lambert. Il a travaillé avec plusieurs agents immobiliers et avocats pour aider des héritiers peu scrupuleux à prendre le contrôle des biens de parents âgés. C'est alors que nous avons entendu le bruit d'une voiture qui s'arrêtait. Je suis allée à la fenêtre. Le SUV noir de Julien s'est garé devant la maison. « C'est mon fils », ai-je dit, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'anxiété. 1 minute plus tard, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Julien avait sa propre clé. « Maman hâtée », il appelait. « Tu es à la maison ?»« Dans la cuisine, Julien, ai-je dit. » Il est entré et son visage a changé instantanément quand il a vu la foule. Sophie, qui l'avait suivi, s'est figée dans l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» a demandé Julien avec tension. « Qui sont tous ces gens ?» Julien, le commissaire Lambert, s'est avancé, montrant son insigne. « Commissaire Lambert, police judiciaire. Je dois vous poser quelques questions concernant vos interactions avec le docteur Warren Mercier. » Le visage de Julien est devenu blême. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. »« Maman, qu'est-ce qui se passe ?»« J'aimerais bien le savoir aussi, Julien, » ai-je répondu calmement. « Par exemple, pourquoi as-tu payé le docteur Mercier 5 000 € pour un faux rapport sur mon incapacité ?»« C'est absurde !» s'est exclamé Julien, mais sa voix tremblait. Le docteur Mercier est un spécialiste respecté. Il a fait un examen approfondi. Monsieur est intervenu le docteur Wright. Je viens de faire passer des tests cognitifs à votre mère. Elle ne montre aucun signe de démence ou d'autres troubles cognitifs. Monsieur, le commissaire Lambert, a sorti un calepin. Le docteur Mercier a déjà admis qu'il n'a jamais effectué d'examen sur votre mère. Il a confirmé que vous l'avez payé pour un faux rapport. « Il ment !» s'est exclamé Julien. « Nous avons une trace d'un virement bancaire de votre compte à celui du docteur Mercier, a poursuivi nonchalamment le commissaire. 5 000 € déposés il y a 2 semaines. Comment expliquez-vous cela ?» Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, a poussé un petit cri et s'est agrippée au montant de la porte. Julien. Elle a regardé son mari avec horreur. « C'est vrai. » Julien a ignoré sa question, son visage déformé par la colère. « C'est toi. » Il a pointé le doigt sur moi. « Tu as organisé tout ça. Toi et ton ami. » Monsieur, le commissaire Lambert s'est avancé. Je vais devoir vous demander de m'accompagner au bureau de la PJ pour témoigner. Je ne vais nulle part. Julien a reculé vers la porte. Pas sans mon avocat. C'est votre droit, à hocher la tête le commissaire. Vous pouvez appeler votre avocat à notre bureau. Mais j'insiste pour que vous veniez avec moi. C'est une arrestation, a demandé Julien avec défi. Pas encore, hein. Le commissaire Lambert était imperturbable. Mais si vous refusez de coopérer, je devrais obtenir un mandat d'arrêt. Compte tenu du témoignage du docteur Mercier et des relevés bancaires, cela ne prendra pas longtemps. Julien avait l'air acculé. Ses yeux parcouraient la pièce comme s'il cherchait une issue. Qu'est-ce qui va se passer ? Sa voix tremblait. Qu'est-ce qui se passe si je coopère ? Cela sera pris en considération, a répondu le commissaire. Surtout si vous fournissez des informations sur d'autres cas dans lesquels le docteur Mercier pourrait avoir été impliqué. Je ne sais rien sur d'autres cas, s'est exclamé Julien. Je voulais juste cette maison. Ces mots, prononcés avec une avidité si flagrante, m'ont frappé plus durement que tous les événements précédents. Mon propre fils, mon unique enfant, que j'avais élevé avec tant d'amour, voulait juste me prendre ma maison sans se soucier de mon sort. Pourquoi, Julien, ai-je demandé doucement ? Pourquoi voulais-tu ma maison ? Tu as un bon travail et un appartement en ville. Parce que je la mérite, a-t-il soudainement crié. Toute ma vie, j'ai été au second plan. D'abord ton travail, puis mon père, et sa dépression perpétuelle. Toujours quelqu'un ou quelque chose était plus important que moi.
Et maintenant tu es assise seule dans cette grande maison et Sophie et moi sommes à l'étroit dans un appartement de 2 chambres. Le téléphone portable du commissaire Lambert, qui a commencé à vibrer, l'a interrompu. « Excusez-moi » a-t-il dit, en s'écartant pour répondre. Il est revenu un instant plus tard avec une expression encore plus sérieuse sur son visage. « Monsieur, je viens de recevoir l'information que le docteur Mercier a fait une déclaration détaillée. Il a confirmé que vous étiez au courant de ses activités illégales et que vous l'avez spécifiquement approché pour obtenir un faux rapport. Je crains que la situation ne se soit aggravée. » Julien est devenu encore plus pâle. « Ce n'est pas vrai. Il me tend un piège. » Sophie s'est soudainement avancée. « Commissaire, c'est vrai. Julien savait que sa mère était en parfaite santé. Nous avons trouvé le docteur Mercier par l'intermédiaire d'un agent immobilier que nous connaissions et qui nous a dit qu'il aidait avec les parents âgés. »« Sophie » s'est exclamé Julien. « Non, Julien. » Sophie a secoué la tête, les larmes aux yeux. « Je ne vais pas couler avec toi. » Louise, elle s'est tournée vers moi. « S'il vous plaît, pardonnez-nous. Je ne réalisais pas que les choses iraient aussi loin. » Le commissaire Lambert a fait un signe à un collègue qui se tenait près de la porte depuis le début. « Julien, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, de falsification de documents et de tentative de détournement de biens. Vous avez le droit de garder le silence. »« Maman !» a crié Julien, alors que l'agent commençait à lui lire ses droits. « Aide-moi. Ne les laisse pas faire ça. » J'ai regardé mon fils sentant mon cœur se briser. « Julien, tu as essayé de me faire déclarer folle pour prendre ma maison. Comment as-tu pu faire ça ? » J'étais perdue, il a baissé les yeux. « Nous avons des problèmes d'argent. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai juste pensé que la résidence prendrait mieux soin de toi. »« Ça suffit, monsieur », l'a coupé le commissaire Lambert en lui passant les menottes. « Vous pourrez tout expliquer au bureau. » Alors que l'agent emmenait Julien, il m'a jeté un dernier regard désespéré. « Maman, s'il te plaît, appelle Martin. Dis-lui de venir tout de suite au bureau de la PJ. » Sophie est restée debout dans l'embrasure de la porte, confuse et abattue. Louise hâtait, elle dit doucement. « Je suis tellement désolée. Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. » Madame, le commissaire Lambert s'est adressé à elle. « Vous allez devoir venir avec nous pour témoigner également. » Sophie a hoché la tête en essuyant ses larmes. « Bien sûr. » Louise, elle m'a regardée. Julien a vraiment trouvé le docteur Mercier spécifiquement pour obtenir un faux rapport. Il prévoyait de vendre la maison et d'acheter une villa sur les collines de Bellevue. J'ai tellement honte. Quand ils sont partis, il y a eu un silence dans la maison. Le docteur Wright a promis d'envoyer un rapport officiel sur ma santé mentale et M. Foster m'a assuré que l'ordonnance de tutelle serait levée dès que possible. J'étais seule avec Marc, essayant de donner un sens à tout ce qui s'était passé. « Ça va ?» a-t-il demandé, passant son bras autour de mes épaules. « Je ne sais pas », ai-je répondu honnêtement. « Mon fils a été arrêté pour avoir essayé de me faire déclarer folle. Comment puis-je aller bien ?»« Ce n'est pas de ta faute, Loulou », a dit doucement Marc. Julien a fait son choix. Mais qu'est-ce qui va lui arriver maintenant ? Je ne pouvais m'empêcher de penser au visage de Julien alors qu'on l'emmenait menotter. « Beaucoup de choses dépendent de toi », a répondu Marc. « Si tu ne réclames pas la peine maximale si tu demandes la clémence… » À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Madame ?» Une voix de femme a répondu au téléphone. « C'est Sophie. J'ai été autorisée à passer un appel. Julien veut que vous veniez au bureau de la PJ. Il est en panique totale. Il dit que sans votre aide, il pourrait risquer jusqu'à 10 ans de prison. S'il vous plaît, aidez-le. Je vous en supplie. » J'ai regardé Marc, lui, résumant la conversation. « C'est à toi de décider, Loulou, » a-t-il dit. « Je soutiendrai ta décision quelle qu'elle soit. Nous serons là, » ai-je dit à Sophie. Dis à Julien que je l'aiderai, mais à mes conditions. Le bureau de la police judiciaire était dans un bâtiment moderne, en verre et en béton, près du centre-ville. Marc conduisait et j'étais assise à côté de lui, essayant de rassembler mes pensées. Dans ma longue vie, je n'avais jamais été dans une telle situation. Mon propre fils arrêté pour avoir tenté de me faire déclarer incompétente. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» a demandé Marc, me jetant un bref regard. « Personne ne te jugera si tu décides autrement. C'est mon fils Marc, » ai-je dit doucement. « Quoi qu'il arrive. » Marc a hoché la tête sans dire un mot. Il me comprenait mieux que quiconque.
Nous avons été accueillis à la réception par un jeune employé qui, après avoir appris nos noms, a immédiatement contacté le commissaire Lambert. Quelques minutes plus tard, le commissaire lui-même est venu nous chercher. « Madame », il m'a serré la main. « Monsieur Delmas, merci d'être venu. Veuillez me suivre. Nous avons passé la sécurité et sommes montés au 3e étage. » Le commissaire Lambert nous a conduits dans une petite salle de conférence où un homme en costume coûteux attendait déjà. « Voici Maître Lefebvre, le procureur de la République, nous a-t-il y présenté. C'est lui qui décidera des charges à retenir contre votre fils. » Maître Lefebvre était un homme grand et mince d'une 50aine d'années aux cheveux prématurément grisonnants et au regard perçant. Madame a-t-elle légèrement hoché la tête. « Veuillez accepter mes excuses pour cette situation désagréable. Malheureusement, la fraude envers les personnes âgées est de plus en plus courante. Et c'est encore plus regrettable lorsque les auteurs sont des membres de la famille. « Où est mon fils ?» ai-je demandé, ne réagissant pas à ces paroles. Dans la salle d'interrogatoire avec son avocat, a répondu le commissaire Lambert. Sa femme est dans la pièce voisine. Elle a accepté de coopérer et témoigne. « Je veux le voir », ai-je dit fermement. Le commissaire Lambert a jeté un coup d'œil au procureur. « C'est possible », a finalement dit Lefebvre. « Mais d'abord, j'aimerais vous expliquer la situation d'un point de vue juridique. » Nous nous sommes assis à la table. Marc à côté de moi, le commissaire Lambert et le procureur en face. Madame, a commencé Lefebvre. Il y a des preuves sérieuses contre votre fils. Le virement bancaire au docteur Mercier. Les documents médicaux falsifiés, le faux témoignage au tribunal pour obtenir la tutelle. De plus, le témoignage du docteur Mercier qui a déjà admis son rôle dans le complot. Et que risque-t-il, ai-je demandé, sentant un frisson me parcourir l'échine. Pour l'ensemble des délits jusqu'à 10 ans de prison et une lourde amende, a dit calmement le procureur comme s'il parlait de la météo, fraude, faux et usage de faux parjure, tentative d'appropriation de biens. La liste est impressionnante. 10 ans, ai-je répété, pour avoir essayé de prendre ma maison. Pour la manière dont il a voulu le faire, a corrigé Lefebvre. Déclarer une personne en bonne santé malade mentale afin de la priver de ses biens est un crime grave, madame. Dans certains cas, de telles actions ont entraîné la mort de personnes âgées placées en institution psychiatrique contre leur gré. Je comprenais la logique de la loi, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à Julien derrière les barreaux pendant 10 ans. Mon fils, mon unique enfant. Y a-t-il un moyen d'éviter une peine aussi sévère, ai-je demandé. Le procureur s'est adossé à sa chaise. Cela dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, de votre volonté de porter plainte. Si vous refusez, nous pouvons toujours le poursuivre pour faux et parjure. Mais sans victime principale, l'affaire aura moins d'envergure. Je ne veux pas porter plainte, ai-je dit fermement. Deuxièmement, a poursuivi Lefebvre comme s'il ne m'avait pas entendu, cela dépend de la coopération de votre fils. S'il fournit des informations utiles sur d'autres cas similaires ou sur les méthodes de travail du docteur Mercier, cela pourrait grandement contribuer à adoucir sa position. Et alors, au mieux du sursis des travaux d'intérêt général, une amende salée et peut être la révocation temporaire de certaines licences professionnelles. Je me suis tournée vers Marc. « Qu'en penses-tu » ? « Je pense, a-t-il répondu lentement, que tu dois rencontrer Julien, le regarder dans les yeux et décider s'il mérite ta clémence. » Le commissaire Lambert a hoché la tête. « Je peux organiser une rencontre tout de suite, mais je dois vous avertir que la conversation sera enregistrée. »« Je comprends, ai-je répondu. Conduisez-moi à lui. » La salle d'interrogatoire était exactement comme je l'avais imaginée dans les films. Petite avec des murs nus, un grand miroir sans doute sans teint et une table au milieu. Julien était assis à la table, la tête baissée. À côté de lui, un homme d'âge mûr en costume gris, manifestement son avocat. Quand je suis entrée, Julien a levé les yeux, un mélange de peur et d'espoir dans le regard. « Maman !» Il a bondi, mais l'avocat lui a posé la main sur le bras. « Monsieur, veuillez rester calme », a dit le commissaire Lambert qui était entré avec moi. Je me suis assise en face de mon fils. Sans son arrogance habituelle, dans une chemise froissée et les cheveux en désordre, il avait l'air perdu, presque comme un enfant. « Julien ?» ai-je commencé en essayant de garder ma voix calme. « On m'a dit ce que tu risques. »« Maman, tu dois m'aider, a-t-il dit frénétiquement. Dis-leur que tu ne porteras pas plainte. Dis-leur que c'était un malentendu. » « Un malentendu ?» J'ai secoué la tête. « Tu as payé 5 000 € pour obtenir un faux rapport sur ma santé mentale.
Tu as menti au tribunal pour devenir mon tuteur. Tu m'as menacé de l'hôpital psychiatrique si je ne signais pas les actes de vente de la maison. Comment cela peut-il être un malentendu? Julien a baissé les yeux. J'étais perdue. Sophie voulait une grande maison et je pouvais pas me permettre de l'acheter. Et puis, j'ai rencontré cet agent immobilier, Morton, et il m'a dit qu'il y avait un moyen de résoudre ses problèmes. Il m'a présenté à Mercier. Et tu as pensé que c'était normal de faire déclarer ta mère folle pour une maison. Je ne pensais pas que tu te sentirais mal, a marmonné Julien. Cette résidence a de très bonnes conditions et tu auras besoin de soins bientôt, de toute façon. J'ai 77 ans, pas 97, ai-je dit sèchement. Et je suis en parfaite santé, comme l'a confirmé le docteur Wright. L'avocat de Julien a toussé. Madame, je comprends votre indignation, mais la question maintenant est de savoir si vous êtes prête à aider votre fils à éviter une peine sévère. J'ai regardé attentivement Julien. Pourquoi devrais-je t'aider après ce que tu as fait? Parce que tu es ma mère. Sa voix tremblait. Et parce que quoi qu'il arrive, tu m'aimes, n'est-ce pas? Il y avait tant de naïveté enfantine dans ces mots que j'ai senti mon cœur se serrer. Oui, je l'aimais quoi qu'il arrive. Je peux t'aider, Julien, ai-je dit lentement, mais à mes conditions, n'importe lesquelles. Athée, il acceptait à la hâte. Premièrement, la maison reste à moi. Plus question de la vendre ou de déménager dans une résidence. Bien sûr, maman. Deuxièmement, tu suis une thérapie. Je pense que tu as beaucoup de ressentiments non résolus et de problèmes qui ont conduit à cette situation. Julien a hésité un instant, mais a hoché la tête. D'accord. Troisièmement, Sophie doit trouver un travail. Je sais que l'une des raisons de vos problèmes financiers est son refus de travailler et son habitude de vivre au-dessus de ses moyens. Je ne suis pas sûre de pouvoir promettre ça pour elle, a dit Julien avec incertitude. Alors je lui parlerai moi-même, ai-je dit fermement. Une dernière chose, tu dois coopérer pleinement avec l'enquête. Raconte tout ce que tu sais sur Mercier et sur l'agent immobilier qui t'a présenté sur toute cette combine. Julien a regardé son avocat qui a hoché la tête. J'accepte toutes les conditions, maman, a-t-il finalement dit. Je ferai tout ce que tu demandes. Je me suis tournée vers le commissaire Lambert. Je ne porterai pas plainte contre mon fils et je demande la plus grande clémence. Le commissaire a hoché la tête. Je transmettrai votre demande au procureur, mais la décision finale lui appartient. En quittant la salle d'interrogatoire, je me sentais fatiguée, comme si j'avais vécu une autre vie en ces quelques heures. Marc m'attendait dans le couloir. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé, me regardant attentivement. « J'ai posé des conditions, ai-je dit. » Julien a tout accepté. « Tu es une femme incroyable, Loulou, » a dit doucement Marc. « Je ne suis pas sûre que je pourrais être aussi miséricordieux à ta place. » Ce n'est pas de la miséricorde, j'ai secoué la tête. C'est de l'égoïsme. Je ne veux pas passer le reste de ma vie en sachant que mon fils est en prison à cause de moi. Ce ne serait pas à cause de toi, a rétorqué Marc. Ce serait à cause de ses propres actions. Peu importe. J'ai pris sa main. Sortons d'ici. Je veux rentrer à la maison. Le processus de résolution de la situation a pris plusieurs semaines. Maître Lefebvre, impressionné par ma réticence à punir mon fils et la volonté de Julien de coopérer, a accepté un accord. Julien a plaidé coupable de faux et usage de faux et de parjure, mais les charges les plus graves ont été abandonnées. Il a été condamné à 2 ans de sursis, 200 heures de travaux d'intérêt général et une amende de 20 000 €. Le docteur Mercier a écopé de 5 ans de prison et de la radiation de l'ordre des médecins. L'agent immobilier Morton, qui avait mis Julien en contact avec Mercier, a également été arrêté et attendait son procès. Il s'est avéré qu'ils avaient monté au moins 15 combines similaires ensemble au cours des 3 dernières années. L'ordonnance de mon incapacité et de la tutelle de Julien a été annulée par le tribunal dans la semaine suivant l'arrestation. La maison était officiellement toujours en ma possession et tous les documents signés sous la contrainte étaient nuls et non avenus. Sophie, comme il s'est avéré, était au courant du plan de Julien, bien qu'elle ait affirmé ne pas en réaliser l'illégalité. Elle a activement coopéré à l'enquête, ce qui a contribué à atténuer la peine de son mari. Quand tout a été terminé, elle est venue seule à ma maison, sans Julien. Louise, a-t-elle commencé, tripotant nerveusement la sangle de son sac à main. Je voulais m'excuser. Ce que nous avons fait, c'est impardonnable. Mais vous espérez toujours le pardon ? Ai-je remarqué, l'invitant à s'asseoir. J'ai été aveuglée par la cupidité, a admis Sophie. Je pensais que je méritais une vie meilleure, une plus grande maison, un statut.
Et j'ai poussé Julien sachant à quel point il voulait me plaire. Et maintenant, lui ai-je demandé, allez-vous rester avec lui, même s'il est un criminel sans emploi et endetté? Sophie a levé les yeux vers moi. Je l'aime. Et oui, je resterai avec lui. Mais je veux changer, être une meilleure personne. C'est pourquoi je suis venue demander, avez-vous parlé d'un travail pour moi? Cela faisait partie de mon plan. J'en ai déjà discuté avec Marc. Oui, j'ai hoché la tête. Marc cherche une assistante pour son bureau. Il fait du conseil en sécurité maintenant et il a besoin de quelqu'un pour le travail administratif. Au bureau de votre amie, Sophie était surprise. Exactement. Marc connaît ton rôle dans tout ça, mais il est prêt à te donner une chance. Ce n'est pas le travail le mieux payé, mais c'est stable, et plus important encore honnête. Sophie avait l'air stupéfaite. Pourquoi m'aidez-vous après ce que j'ai fait? Parce que tu es la femme de mon fils? Ai-je simplement répondu. Et si tu veux vraiment changer, je préfère t'aider plutôt que de te voir entraîner Julien vers le bas. Un mois après tout cela, j'ai organisé un dîner de famille. J'ai invité Julien, Sophie et Marc. Julien avait déjà commencé une psychothérapie et à ma grande surprise en parlait favorablement. Sophie en était à sa 2e semaine de travail pour Marc et selon lui était diligente et capable. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère tendue mais polie. Nous avons parlé du temps du travail de Sophie, des projets futurs en évitant les sujets qui fâchent. Quand j'ai servi le dessert, j'ai décidé qu'il était temps pour une autre conversation. Julien, Sophie, ai-je commencé? Il y a quelque chose que je veux vous dire, ou plutôt que Marc et moi voulons vous dire. Ils nous ont regardés avec une légère perplexité. Marc et moi nous connaissons depuis 30 ans, ai-je continué. Nous nous sommes rencontrés quand ton père était encore en vie. Je me souviens, a hoché la tête Julien. Tu disais que c'était un vieil ami de la famille. Pas exactement. J'ai pris la main de Marc. Marc et moi sommes plus que des amis. Beaucoup plus. Julien a regardé nos mains jointes, puis a déplacé son regard sur mon visage. Que veux-tu dire, maman? Je veux dire que Marc et moi nous aimons. Depuis des années maintenant. Mais... Papa Julien avait l'air confus. Tu as trompé papa. Ton père était un homme compliqué, Julien, a dit doucement Marc. Avec de sérieux problèmes. Louise est restée avec lui, l'a soutenu pendant toutes ces années. Mais elle avait aussi besoin de soutien. Je n'arrive pas à y croire. Julien a secoué la tête. Toutes ces années, tu as mené une double vie. J'ai fait ce que je devais faire, ai-je répondu fermement. M'occuper de toi et de ton père. Mais j'ai aussi le droit d'être heureuse. Sophie, à ma grande surprise, a posé la main sur l'épaule de Julien. Ta mère a raison. Tout le monde mérite le bonheur. Julien est resté silencieux pendant un long moment, digérant l'information. Finalement, il a demandé « Alors et maintenant, vous allez vous marier ou quelque chose comme ça ?» Marc et moi nous sommes regardés. « Nous avons décidé de vivre ensemble, a dit Marc. Dans cette maison, les formalités ne sont pas si importantes pour nous. Alors, il va vivre ici maintenant. » Julien a désigné Marc. « Oui, j'ai hoché la tête. Et j'espère que tu pourras l'accepter. » L'accepter? Julien a semblé vouloir protester, mais ensuite il a juste soupiré. Je suppose que je n'ai pas mon mot à dire après tout ce que j'ai fait. Ce n'est pas la question, ai-je souri doucement. La question est que je veux que tu fasses partie de ma vie, de notre vie. Mais pour cela, tu dois accepter mes décisions. J'ai besoin de temps pour m'y habituer, a dit honnêtement Julien. Mais j'essaierai. C'est tout ce que je demande, j'ai serré sa main. Quand Julien et Sophie sont partis, Marc et moi sommes restés assis sur la véranda, regardant les étoiles au-dessus de la mer. « Tu penses qu'il l'acceptera ?» a demandé Marc. Avec le temps, j'ai hoché la tête. Julien a beaucoup de choses à repenser, pas seulement notre relation, mais sa vie, ses décisions. Et toi, regrettes-tu de l'avoir aidé? J'ai réfléchi un moment. Non, c'est mon fils. Et je l'aime, quoi qu'il arrive. Cela ne veut pas dire que j'approuve ce qu'il a fait ou que je lui ai pardonné facilement. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Marc a passé son bras autour de mes épaules. C'est ça la sagesse, Loulou. La vraie sagesse d'une mère. Nous sommes restés enlacés sur la véranda de la maison que j'avais failli perdre à cause de l'avidité de mon propre fils.
Mais maintenant, cette maison était remplie d'un nouvel espoir. L'espoir que nous pourrions guérir de vieilles blessures et construire une nouvelle relation plus honnête. Marc à mes côtés, Julien, sur le chemin de la guérison, Sophie essayant de changer. Être que parfois des situations les plus sombres naient quelque chose de lumineux. Je me suis tournée vers Marc et j'ai dit doucement « Tu sais, il m'a fallu 17 ans pour apprendre à vivre dans le présent. Ni dans le passé, ni dans l'avenir. Juste aujourd'hui. » « Mieux vaut tard que jamais » a souri Marc en m'embrassant. À ce moment-là, mon enfant, j'étais parfaitement heureuse.